Toutes les époques ont connu leurs dictateurs et la nôtre ne fait pas exception. Voici les portraits de 12 dictateurs qui règnent présentement sur leur pays en maîtres absolus, aussi cruels et avides les uns que les autres, au détriment de leur peuple souvent miséreux et misérable. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Kim Jong-un, né en 1983, est le plus jeune dictateur vivant. Il est au pouvoir depuis la mort de son père, en 2011. Son père a appauvri son peuple, a laissé la famine se répandre et a jeté plus de 200 000 personnes dans des camps de prisonniers, tout en dépensant les rares ressources du pays sur un programme nucléaire. Kim Jong-un continue allègrement sur les traces de ce père et gouverne le pays avec un culte de la personnalité poussé à l'extrême. La Corée du Nord est aujourd'hui l'État le plus totalitaire et isolationniste au monde. Ces violations des droits de l'homme sont difficiles à déterminer parce que le gouvernement de Kim Jong-un muselle violemment tous les médias du pays. Il n'y a aucune liberté d'expression, de religion ou de voyage, et en tant que pays du monde le plus homogène ethniquement, les droits des minorités sont inexistants. La peine de mort est largement répandue, sans trop de processus judiciaires. En 2013, à la suite d'exercices militaires communs entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, Kim Jong-un les a menacés de guerre nucléaire. En octobre 2013, il a fait fusiller son ex-petite amie et 11 membres de son groupe de danseuses à cause d'une vidéo où elles étaient légèrement vêtues. Le 12 décembre 2013, il a fait exécuter son oncle, numéro 2 du régime, soi-disant pour des actes criminels et une faction contre-révolutionnaire. Le régime nord-coréen ne punit pas seulement l'individu dicide, mais condamne toute sa famille, parents, grands-parents, enfants, tous sont envoyés dans des camps de travail forcés. Kim Jong-un serait responsable de la mort d'au moins 31 officiers et officiels depuis septembre 2010. Gurbanguly Berdimuhamedow, né le 29 juin 1957, est depuis le 14 février 2007 le président du Turkménistan, un pays d'Asie centrale entouré par l'Afghanistan, l'Iran, la mer Caspienne, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Dentiste de formation, Berdimuhamedow a succédé à l'excentrique tyran Saparmurat Niyazov qui a fait renommer les mois de l'année d'après son propre nom et celui de sa famille, dont il a conservé les politiques répressives pour la simple raison, a-t-il expliqué, qu'il lui ressemble beaucoup physiquement. C'est lui qui a organisé en 2004, alors qu'il était vice-président, la politique de santé imaginée par son prédécesseur en supprimant les hôpitaux de campagne et 15 000 emplois médicaux pour faire des économies budgétaires. Le régime de Gurbanguly Berdimuhamedow est considéré par plusieurs organismes indépendants comme une dictature. En effet, le culte de la personnalité, les scores soviétiques aux élections, les projets pharaoniques comme le soi-disant Palais du Bonheur, inauguré en grande pompe pour les 20 ans de l'indépendance pour des sommes sans commune mesure avec la richesse du pays sont autant d'indices qui convergent vers cette conclusion. Le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, né en 1924, est le roi d'Arabie Saoudite depuis 2005. Son nom complet est Abdallah Ben Abdelaziz Ben Abderrahman Ben Faisal Ben Turki Ben Abdallah Ben Mohamed Ben Saoud. Il est, selon le classement de Forbes, la 7e personne la plus influente au monde et l'un des souverains les plus riches avec une fortune estimée à 21 milliards de dollars. Le 6e roi d'Arabie Saoudite contrôle les plus grands champs pétroliers du monde et il est le leader du monde musulman. Son pays est gouverné selon la loi islamique. Les dicides politiques et religieux sont souvent condamnés à des punitions issues des siècles passés. Les femmes sont enfermées et n'ont pas le droit de conduire. L'homosexualité est punie par la mort. Les médias sont censurés par le gouvernement et les partis politiques y sont interdits. L'Arabie Saoudite est l'une de ces nations qui ne connaissent pas d'élections. Les femmes n'ont pas le droit de voter et, de voyager, de travailler ou de subir des interventions médicales sans la permission d'un homme de la famille, et ne peuvent pas témoigner en leur propre nom lors des procédures de divorce. Devant la justice, le témoignage d'un homme est égal à celui de 2 femmes. Bachar al-Assad, né en 1965, est le président de la Syrie depuis 2000. Il a succédé à son père qui a dirigé le pays pendant les 30 années précédentes. On le décrit comme un despote prétentieux qui essaie de rentrer dans les souliers de son père, qui serait trop grand pour lui.
Al-Assad a dépensé une fortune dans des pays comme le Liban et l'Irak, tout en négligeant les besoins de son peuple. Al-Assad est accusé par les États-Unis et Israël de soutenir le Hezbollah, le Hamas et le djihad islamique. En 2011, quand un « printemps arabe » s'est soulevé en Syrie, la réponse de Al-Assad a été de lui opposer la répression par la police et les militaires. Ces violences ont donné naissance à l'armée syrienne libre, composée d'opposants et de déserteurs de l'armée. Al-Assad a été accusé d'avoir utilisé des armes chimiques à plusieurs reprises sur les opposants à son régime. Ce militaire qui a accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en juillet 1994, renversant ainsi un autre dictateur, Daouda Jawara, a déclaré qu'il allait régner pendant 40 ans. Jamais a été réélu pour un 4e mandat de 5 ans en 2011, en obtenant 71,5% des voix. Son règne est dominé par la censure des médias. Il est classé comme un prédateur de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. L'homme a déclaré avoir découvert le remède au sida et à l'asthme, grâce à des herbes médicinales. Il prétend avoir également développé un remède pour soigner l'hypertension artérielle avec des plantes pouvant soigner la maladie avec une seule dose, ce dont témoignent plusieurs de ses ministres. Il a aussi déclaré qu'il avait des pouvoirs magiques et qu'il allait transformer la Gambie en pays producteur de pétrole. Ce qui tarde toujours à arriver. Plutôt narcissique, le dictateur insiste pour qu'on l'appelle son Excellence le cheikh professeur Alhaji Dr Yahya Abdul Aziz James Jenkung Jammeh. En 2008, Jammeh a exigé que tous les homosexuels quittent le pays, en ajoutant que ceux qui protégeaient les homosexuels s'exposeraient à des conséquences terribles. Alexandre Loukachenko, né en 1954, est le président de Biélorussie. Il a été élu en 1994 puis réélu en 2001, 2006 et 2010. Mais comme l'opposition n'a pas le droit de parole, la communauté internationale conteste ces élections. Loukachenko est souvent qualifié de « dernier dictateur d'Europe » à cause de la continuelle restriction des libertés publiques dans son pays. Il est interdit de séjour dans l'Union européenne et aux États-Unis. Son pouvoir est appuyé par la Russie, qui le soutient malgré les accusations des pays occidentaux. Ouvertement pro-nucléaire iranien, anti-homosexuel et antisémite, il se défend par le fait que son pays est une démocratie et que donc chacun a le droit à la liberté d'expression. Isaias Afwerki, né en 1946, est le président de l'Érythrée depuis son indépendance en mai 1993. Il est le premier et le seul président de la courte histoire de ce pays. Cet ancien secrétaire général du Front populaire de libération de l'Érythrée était au départ considéré comme un libérateur. Afwerki a plutôt fait de son pays une prison où les médias indépendants ont été fermés, les élections rejetées et le service militaire sans fin est obligatoire. Des messages diplomatiques révélés par Wikileaks en décembre 2010 ont brossé un portrait peu flatteur du gouvernement d'Afwerki. Les jeunes Érythréens fuient leur pays, l'économie se meurt, les prisons débordent et le dictateur reste cruel et méfiant. Est-ce que le pays frôle le désastre ? Se demandait l'ambassadeur américain Ronald McMullen. Plus de la moitié de la population souffre de malnutrition, ce qui n'a pas empêché le pays de refuser les offres d'aide alimentaire étrangère, car, comme l'a déclaré l'ambassadeur érythréen aux médias, l'aide alimentaire extérieure diabolise les locaux et les rend paresseux. Dans un rapport publié en 2013, Amnesty International décompte plus de 10 000 prisonniers politiques en Érythrée, arrêtés arbitrairement et détenus sans jugement dans d'atroces conditions. Le gouvernement d'Afwerki est accusé d'autoritarisme. Omar Hassan Ahmed el-Béchir, né en 1944, est un chef militaire et politicien soudanais, chef de l'État de 1989 à 1993, puis président de la République du Soudan, le plus grand des États africains depuis 1993. El-Béchir est célèbre pour avoir causé une guerre civile complexe qui a ravagé le pays pendant 20 ans, causant 2 millions de morts et 4 millions de réfugiés. Ces milices ont peut-être arrêté leur massacre au Darfour mais ils continuent à faire le trafic des Soudanais noirs comme esclaves. Bachir a été accusé d'en avoir lui-même plusieurs. L'homme s'est emparé du pouvoir grâce à un coup militaire, à la suite duquel il a suspendu la Constitution, aboli l'Assemblée législative et interdit les partis politiques et les syndicats.
Il a toujours insisté pour que le pays soit gouverné selon la charia, même dans le Soudan du Sud où la population est en majorité chrétienne. En 2009 et 2010, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre el-Béchir, l'accusant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide dans le cadre de la guerre civile au Darfour, dans le sud du pays. El-Béchir devient ainsi le premier chef d'État en exercice à faire face à un mandat d'arrêt international, même si les pays arabes et africains ne donnent pas suite à ce mandat, pas plus que la Chine. Islam Karimov, né en 1938, est le président de la République d'Ouzbékistan depuis 1990 juste avant la tombée de l'Union soviétique. Après avoir monté tous les échelons sous le régime communiste de l'URSS. Islam Karimov est à la tête de l'Ouzbékistan depuis l'indépendance du pays. Il a gagné depuis toutes les élections de ce pays de 28 millions d'habitants, grand comme l'Espagne, avec des pourcentages allant de 80% à 100%. La répression est forte en Ouzbékistan. Les Nations Unies ont déclaré que le gouvernement de Karimov était responsable de tortures et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, en violation avec les accords internationaux des droits de l'homme. On dit de Karimov qu'il a exécuté des prisonniers politiques en les faisant bouillir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tous ceux qui s'opposent à lui sont des terroristes islamistes, qui ne méritent que la torture. En mai 2011, la fille cadette de Karimov a attaqué le journal français Rue 89 pour diffamation de son père, notamment pour l'avoir qualifié de dictateur. À la fin juin 2011, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a relaxé Rue 89.fr de toutes les accusations de la fille du président. Mswati III, né en 1968 est le roi du Swaziland, un petit pays africain de 1,2 million d'habitants. Il a succédé à son père en 1986 et est actuellement le dernier monarque absolu d'Afrique. Parce qu'il a été élevé en Angleterre, on a cru qu'il allait moderniser le royaume mais il a montré plutôt qu'il ne détestait pas les coutumes de son pays. Le 15 septembre 2012, il a regardé des milliers de filles et de jeunes femmes danser les seins nus lors d'une fête traditionnelle pour choisir celle qui deviendrait sa 10e femme, son père en avait 100. La mère de la fille choisie a lancé une poursuite contre le roi, en l'accusant d'avoir enlevé sa fille. Mswati, qui règne par décret, a alors annoncé que les cours de justice de Swaziland n'avaient plus le droit d'émettre des règlements qui limitaient le pouvoir du roi. Alors que son pays fait partie des pays les plus pauvres du monde et que 25,9% de sa population est victime du sida et de la sécheresse, le roi Mswati III a acheté pour lui et ses femmes, 20 BMW et une Daimler Chrysler d'1 demi-million de dollars. Le roi a déclaré en 2013 que seule la mort peut défaire une union traditionnelle, même si la culture swazi permet la fin des mariages. Teodoro Obiang Nguema, né en 1942, a pris la tête de la République de Guinée équatoriale en 1979 à la faveur d'un coup d'État contre son oncle. Il a été réélu plusieurs fois avec des scores frisant les 100%. La Guinée équatoriale, qui ne compte que 750 000 habitants, était une dictature qui passait plutôt inaperçue jusqu'à ce qu'on y découvre des réserves de pétrole en 1995. Depuis, les compagnies pétrolières américaines ont déversé des milliards de dollars dans le pays. Le revenu annuel par tête est de 4 472 $, 60% des Équato-Guinéens gagnent moins de $1 par jour. L'argent du pétrole va directement au président Obiang, qui a déclaré qu'il n'y avait pas de pauvreté en Guinée et que les gens étaient surtout habitués à vivre d'une façon différente. Selon le magazine Forbes, Obiang est l'un des chefs d'État les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 600 millions de dollars. Dans son pays, il n'y a pas de transport public, pas de journaux et seul 1% du revenu du gouvernement va à la santé. Quand on lui demande pourquoi il garde pour lui tant d'argent de son pays dans son compte personnel, Obiang explique qu'il garde l'absolu contrôle de l'argent pour éviter la corruption. La radio d'État a déjà annoncé que le président Obiang est en contact permanent avec le Tout-Puissant, et qu'il pouvait donc commettre des meurtres sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit et sans aller en enfer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire laquelle de ces dictateurs vous a le plus impressionné. Et n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner.